Alors Antonio Pereira, je travaille à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne, à l'est de la France. Un secteur qui n'a rien à voir avec le secteur où on est aujourd'hui, puisque chez nous, en Haute-Marne, nous sommes sur des sols argilo-calcaires superficiels, voire très superficiels. Au niveau diversité de culture, on est très limité. C'est essentiellement des cultures d'hiver, colza, blé, orge d'hiver. Quelques cultures de printemps, essentiellement de l'orge de printemps, et pratiquement pas ou très peu de cultures d'été. Pas de betterave, pas de pommes de terre, pas d'irrigation. Donc dans mes fonctions, on va dire quotidiennes, je suis conseiller technique au service de production végétale de la Chambre d'agriculture. Donc j'accompagne des agriculteurs dans les prises de décision pour tout ce qui concerne la conduite de l'atelier grande culture. Et j'ai une spécialisation sur les domaines de l'agriculture de conservation des sols. La Haute-Marne a fait parler d'elle dans les années 2015, puisqu'elle a été un des premiers départements à se voir agréer les GI2E. Elle doit être le 3e ou 4e GI2E signé en France. Et donc voilà, les petits fleuves finissent par faire des grandes rivières. J'ai commencé par accompagner ce groupe que je suis toujours. Et aujourd'hui, sur le département, on a 2 autres GI2E qui portent sur les mêmes thématiques. Limiter le travail du sol, faire des couverts, les réussir et continuer à être encore agriculteur demain. Gagner de l'argent, on n'y arrive pas tous les ans, mais limiter la perte, c'est ce qu'on essaye de faire. Et il y a plusieurs facteurs. Déjà, l'élément déclencheur, alors je ne veux pas forcément les classer dans l'ordre d'arrivée ou dans l'ordre de priorité, mais on va citer la réglementation. L'obligation de faire des couverts d'interculture longues pour piéger les nitrates tout d'abord. Aujourd'hui, faire des couverts pour éventuellement valider les SIE et activer le paiement vert au niveau des financements PAC. Et puis chez nous, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans des secteurs très contraints au niveau pédoclimatique, où il faut qu'on fasse 50-60 quintaux de blé avec le minimum de charges. Alors des charges opérationnelles, on a à peu près réussi à limiter la dépense. Par contre, il faut qu'on s'attelle aux gros morceaux qui restent, c'est-à-dire les charges de mécanisation. C'est pour ça que l'agriculture de conservation des sols et le semi-direct nous intéressent fortement. Donc ce qu'on a mis en place et ce qui est aujourd'hui calé, c'est le colza associé en semi-direct. Et du colza associé en semi-direct semé précocement. C'est-à-dire que ces agriculteurs-là, qui sont dans ces techniques-là, aujourd'hui n'hésitent plus à implanter des colzas les premiers jours d'août. Donc ça nous a permis d'économiser assez fortement sur le post-herbicide. Post-herbicide. Parce que c'est des situations qui sont très peu, voire pas du tout désherbées à l'automne. On a économisé aussi sur le poste insecticide. C'est des colzas qui ne voient plus de traitement insecticide pendant l'automne. Et puis on a économisé aussi sur le poste charge de mécanisation, puisqu'on se contente, entre guillemets, de récolter et de semer. Il n'y a plus de phase de travail du sol entre les deux. Donc ça, c'est des techniques qui aujourd'hui sont, on va dire, validées chez nous, qui sont développées, on va dire, à grande échelle. Ça n'est pas fait sur quelques mètres carrés de parcelles expérimentales, c'est des assolements entiers de colza qui sont produits de cette manière-là. Ensuite, la céréale qui est implantée derrière ces colzas-là est aujourd'hui très souvent implantée en direct également. Et on regarde aussi du côté des couverts semi-permanents avec des légumineuses pérennes, qu'on implante aussi avec le colza. Donc ça intéresse les agriculteurs éleveurs qui peuvent éventuellement valoriser, compléter un stock fourrager en arrière-saison grâce à la récolte de légumineuses. Et ça intéresse aussi tout agriculteur, puisque ça permet d'avoir une interculture qui est à peu près bien implantée, sans engager de frais supplémentaires de semoirs. C'est-à-dire qu'une année, on sème un couvert pour N+1, voire N+2. Voilà. On économise, si la légumineuse repart comme il faut après la récolte du colza, on économise sur le post-herbicide également pendant la phase d'interculture, puisqu'on pour l'instant, on ne fait qu'une petite dose de glypho. Alors, une petite dose, c'est entre 0,6 et 1 litre de glyphosate, 360 grammes au litre. Et on économise aussi et surtout sur le poste fertilisation azotée, sur la céréale qui suit ces colzas. Le problème qui nous
reste à relever, je ne sais pas si on va y arriver, mais ça fait partie de nos réflexions actuelles, c'est comment essayer de redécouvrir des champs de céréales propres en graminées. Nous, on est sur des secteurs argéo-calcaires superficiels, donc la charrue, on a oublié, puisqu'on a des parcelles où on n'a que 10 cm de terre, pas un horizon suffisamment profond pour mettre hors situation de germination les adventices. Le semi-direct nous aide, mais c'est encore pas suffisant. Donc on a forcément encore aussi besoin de la chimie qu'on active comme un levier maintenant. Et on regarde aussi dans nos secteurs où la diversité de culture est contrainte de par les conditions pédoclimatiques, si on ne peut pas trouver une autre valorisation aux grandes cultures. Alors ça peut être de la biomasse pour faire de l'électricité, du biogaz, etc. On a quelques exploitations qui se lancent dans la méthanisation et on est en train d'inventer de nouvelles successions, de nouveaux itinéraires. Et ça semble beaucoup plus intéressant pour la gestion du salissement que ce qu'on connaît aujourd'hui avec le semi-direct et la chimie. Or c'est du blé, le blé on le réserve quand même pour la récolte de graines, mais on va implanter des céréales style seigle ou triticale, qu'on va implanter très tôt, fin août, qu'on va ensiler également très tôt au printemps, début mai. Donc sur ces cultures-là, il n'y a aucun herbicide, puisque tout est récolté pour le méthaniseur. Les bonnes plantes comme entre guillemets les mauvaises. Par contre, on se fixe comme objectif d'engager la récolte au tout début épiaisant des adventices. On ne se fie pas trop sur le stade de la céréale qu'on a semée, mais on regarde surtout le stade des adventices pour limiter la production de graines supplémentaires. Et derrière, on enchaîne une deuxième culture qui est soit destinée encore à alimenter le méthaniseur, donc ça va être souvent des sorgho ou des maïs, suivant la profondeur de terre. Et pour les situations les plus profondes, on implante une deuxième culture de soja, qui elle est récoltée, la graine est commercialisée. Alors on regarde ça aussi parce que on ne s'interdit rien. Alors on regarde ça quand même avec une certaine précaution, je vais dire, puisque ces techniques-là vont aujourd'hui à l'encontre de tout ce qu'on dit au niveau agronomie, gestion du salissement, où on conseille à juste titre de plutôt retarder les dates de semis de manière à augmenter le temps en interculture pour gérer les problèmes de salissement, soit de façon mécanique, soit de façon chimique. Dans le groupe, on a quelques agriculteurs qui font l'inverse, qui sont à l'opposé de tout ça. Ils implantent les blés très précocement, donc les derniers jours d'août. Au niveau salissement, on ne peut pas dire que ce soit la solution miracle. Si on démarre sur des parcelles propres, forcément, ça reste propre, mais si on démarre sur des parcelles sales, et si la levée des vulpins se fait de façon précoce, on n'a pas gagné la bataille. Par contre, on a un gros problème aujourd'hui avec ces implantations très précoces, c'est les pucerons et les cicadelles, les insectes d'automne. Où là, forcément, en implantant très précocement, on augmente aussi le temps d'exposition des blés aux ravageurs. Et avec la disparition du gaucho et faire des insecticides en agriculture de conservation des sols, on sait que ce n'est pas quelque chose qu'il faut développer. Donc aujourd'hui, on regarde, on essaye de trouver des plans de campagne avec le blé, comme ce qu'on a connu avec le colza. Est-ce qu'on n'a pas des espèces associées avec le blé qui pourraient limiter la propagation des insectes, des viroses? Voilà, c'est des pistes de travail, de réflexion. Aujourd'hui, je ne veux pas vous dire qu'on a trouvé la recette. Ce qu'on connaît sur le colza, on a testé du fenugrec, des lentilles, de la févrole. Alors, chez nous, ça réussit à condition qu'on ait quand même un minimum d'eau au moment de la plantation. Ce qu'on a observé avec ces associations-là, on se fait peur parce que c'est des associations qui attirent aussi les campagnols. On pense régler un problème, on en découvre un autre. On regarde également aujourd'hui
plutôt que de semer le même jour le blé et on va dire les plants de campagne, est-ce qu'on ne pourrait pas semer du blé dans un couvert qui est déjà installé? Donc un couvert qu'on aura implanté très précocement derrière un escourgeon ou un pois d'hiver. Un mélange tout simple. Pour l'instant, on est sur le colza, févrole et tournesol. Et on vient installer notre blé. Alors, on n'est pas sur des semis de fin août, on sera sur des semis de mi-septembre, dans un couvert qui est déjà installé. Et puis on regarde aussi le désherbage mécanique, avec tous ses avantages et ses inconvénients au niveau vie du sol, fenêtre d'intervention, etc. On ne s'interdit rien.